Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce 15e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Périard qui est en compagnie de l'inimitable Pierre Gastonguay. Oh. Comment ça va, Pierre? Ça va très 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 bien. L'inimitable, je pense au contraire, j'ai tellement, on dirait, beaucoup de tics, puis beaucoup de patois, puis beaucoup... Je pense que je suis quand même facilement imitable. Mais ça, écoute, On laissera les professionnels de l'imitation en décider. Ça existe encore des imitateurs? C'est qui le dernier? C'est genre Marc Dupré qui est comme... Ah, Non, c'est ouais. le dernier que je me souviens, mais il est comme devenu chanteur. Ouais. Mais c'est quand même bizarre que son break était faire de l'imitation au départ. Et non Il y pas de la avait- chanson. Il y avait un show, je me souviens d'avoir vu son show. Je suis un gros fan d'humour depuis tout le temps. Puis je me souviens, j'étais pas très vieux, peut-être, je sais pas, 10 ans. Puis on avait été voir un de ses shows. Je pense qu'il était en résidence, genre à Bromont, je te calisse pas où. Puis on avait été voir son show dans un genre de grand chapiteau. Puis faut croire, j'aimais ça. Je sais pas, j'ai pas tant de souvenirs concrets du show, mais c'est ça. C'était un show d'imitation, là, avant qu'il assume le fait qu'il chante, I guess. Mais Exact. on ira checker avec lui, là, voir si je suis imitable ou pas. Fait que, Parfait. Sinon, il y a Véronique Dicker, mais je pense qu'elle fait plus les voix de madame. Ça m'étonnerait qu'elle se mette une barbe d'en face pour t'imiter. Oh, t'es encore drôle, t'es encore drôle. Là. D'accord. Je sais pas. Et Toi, comment ça va? ça va bien, ça va bien. Encore un peu malade. Fait que sinon, Ouais. attendez de tousser une fois de temps en temps. Ou ça va être ça. Puis je sais pas ce que j'ai. Là, mon corps il est pas capable de récupérer en ce Prendre moment. le Fait dessus. que, ouais. Fait que c'est ça. Sinon, dans ma vie, il y a comme eu un espèce de trend sur YouTube en ce début d'année. Hein, Ah ouais. vous ne nous écoutez peut-être pas sur YouTube, mais sachez qu'on met les épisodes sur YouTube et qu'on met des petits supports visuels. Hein. Fait que si vous êtes des gens qui suivent à moitié la lutte, tout ça, savez pas trop, ont besoin qu'on vous explique les matchs, là, de voir des images en même temps, ben allez sur YouTube. On met des images lorsqu'on parle de certains mouvements, tout ça. Et c'est ça, présentement sur YouTube, il y a comme une vague de retraités qui comme annoncent leur retraite de YouTube après genre 10-15 ans là, qui sont là. Moi, le dernier que j'ai vu, c'était, je sais pas si c'était ça, Game Theory, Film Theory, avec Matt Pat. Non, Non. un YouTuber américain qui a plusieurs chaînes, mais qui a décidé qu'il allait prendre sa retraite à partir du mois de mars. Donc, il a annoncé ça. Et là, on voit de plus en plus de gens qui ont commencé au boom de YouTube il y a à peu près 10-12 ans, qui font comme, bon, j'en ai assez parce que ils ont des familles, ils ont des vies, tout ça. Moi, c'est comme mon rêve d'être YouTuber, mais tu sais, je parle français, là, fait que je sais pas si j'oserais prendre ma retraite, si un jour ça pognerait vraiment beaucoup, Ouais. mais je trouve ça bizarre. Tu sais, les gens qui sont qui ont comme mi-trentaine, qui sont comme, je m'en vais à la retraite. J'en ai fait assez de vidéos. Ben, j'ai l'impression que ces gens-là sont peut-être indépendants de fortune, fait qu'ils peuvent se permettre peut-être de Ouais, assurément. faire C'est d'autres aussi beaucoup de... projets, partir C'est à ça, la c'est retraite, beaucoup de là. travail aussi, là, on s'entend, là, pour comme être aimé par l'algorithme, il faut que tu publies Ah oui, constamment, souvent, tout ça. Et évidemment, bon, plus t'as une équipe également là, qui fait que tes vidéos sont de plus en plus bonnes, puis tu sais, ça devient, on s'entend, une job à temps plein, là, et Ah oui. plus que temps plein même, éventuellement. Fait que c'est peut-être là l'idée, mais tu sais, je me dis, il y a peut-être une alternative de peut-être juste s'en poster moins ou réduire le rythme de travail plutôt que prendre sa retraite, mais en même temps, c'est ça. Peut-être que je vais avoir une famille, je vais me dire, ouais, moi aussi, je prendrai ma retraite pour passer plus de temps avec mes enfants. Ouais, c'est ça. Quand tu vas être Ça un arrive. grand YouTuber connu là, de toute la Ah là francophonie là. au monde. Là. Là, là. Oh, on va voir. On peut peut-être qu'il y a une réalité, un univers qui fait que je suis cette personne-là, mais bon. On En tout cas, c'est ça. Je préfère la scène. Ouais, Pas ben, plus c'est connu ça. sur scène, mais je préfère la scène quand même. Ouais. Parlant de scène, moi, c'est ce que j'ai fait. En fin de semaine, samedi passé, j'ai été voir la fantastique, la merveilleuse, la talentueuse Mélanie Couture en rodage Oui. au foutoir à Terrebonne. Deux choses très importantes à noter là-dedans. Premièrement, Mélanie Couture, si vous la connaissez pas, allez la googler tout de suite, allez voir, elle a des clips, elle a des extraits sur YouTube, elle a pas pris sa retraite. Une stand-up vraiment, vraiment incroyable. Et deuxième chose, le foutoir, si vous êtes sur la rive nord, vous voulez aller voir des shows de la relève ou aller voir des gens qui sont en rodage ou des
des heures de stand-up, des heures et quart de stand-up dans une belle petite salle intime, là, peut-être, je pense que c'est 80 personnes qui ont au foutoir. Allez-y, l'accueil est fantastique. Éric Huard, le propriétaire, qui est un chum, qui est un fan de lutte aussi, qui le suit moins, mais qui est quand même, je pense qu'il écoutait plus dans le temps. Et l'accueil est toujours là. Le bon chum Dominique Morin qui est à la console quand même plusieurs jours par semaine aussi. Donc un staff incroyable, le foutoir. Allez-y, ça vaut la peine. Puis Mélanie Couture, son rodage que j'ai vu samedi passé, c'est la deuxième fois qu'elle faisait l'enchaînement de toutes ces blagues, de ces nouvelles blagues, de ces nouveaux bits, là, un terme pas des bits, mais un bit. En tout cas, c'est un terme humoristique. Puis c'est comme elle expliquait à la fin, tu nous as jasé un peu à la fin, puis t'es comme, hey, je suis désolé, parce que je parle beaucoup de sexe, mais si vous allez, quand vous allez venir me voir, dans quand ça va être mon vrai show, je vous promets que ça va être mieux monté que ça, mieux pacé. Encore là, une fois, le pacing, c'est un terme humoristique, ou un terme de spectacle, ou l'ordre des jokes. Mais ça va être un très très bon spectacle. Je suis certain. Puis elle est produite par Juste pour rire. Son premier spectacle, elle était en autoproduction. Puis là, je pense qu'elle est avec. Je pense pas, là, elle l'a dit, elle est signée avec Juste pour rire en production. Fait que un gros pas par en avant pour quelqu'un que j'aime beaucoup puis qui est extrêmement gentil. Une vraie smart, une vraie gentille là, dans le milieu. Fait que c'était bien le fun. Vraiment, beaucoup de charisme également sur scène, là, Mélanie. Et t'as tellement le goût de rire avec elle puis d'avoir du fun avec elle. Ah ouais, c'est un gros personnage, comme je sais pas de mauvaise analogie, là, mais c'est un gros personnage de scène qui prend de la place, qui c'est ça. Le charisme, le plaisir qu'elle a sur scène est indéniable. Fait que c'est le fun de l'écouter. Ouais. Un humour au féminin également, hein, il parle beaucoup de sujets qui touchent les femmes la plupart du temps, puis qu'on voit peut-être un petit peu moins malheureusement en humour. Là. Ouais. Donc si jamais vous êtes mesdames, faire avoir l'humour sous appareil, on parle tout le temps de tondeuse ou de camping, tout ça. Mélanie Couture fait sa part. Ouais, puis ça reste quand même très très accessible. Oui, c'est super accessible à tout le monde. C'est juste les sujets. Oui, les sujets qui sont abordés, c'est le fun d'avoir un angle féminin. Oui, mais c'est une femme qui met ses lunettes. Non, qui voit la vie avec ses yeux de femme. Fait qu'elle parle de sa réalité, puis elle réussit toujours à bien monter ça, puis bien l'expliquer, puis bien le faire. Fait que non, c'est un show que je conseille à tout le monde, même si j'ai vu le début du travail. Si c'est bon comme ça, à la deuxième enchaînement qu'elle a fait, ça va être bon tantôt. Là. Fait que, allez-y. Vraiment. Puis je pense qu'elle a un podcast d'ailleurs, hein, sur YouTube, si vous voulez. Ou qu'elle avait un podcast à l'époque. Oui, je pense. Non, il y a encore des épisodes qui sortent. Là. C'est pas aussi régulier que nous, mais un podcast avec Preach qui s'appelle Les Fallopes. Donc, allez voir ça. Il parle de sexualité. Puis de façon super décomplexée. Puis ils ont des invités, ils ont des experts. Allez voir ça, je pense que ça vaut la peine. Absolument. Yes. Et sinon, vous, public, on a eu quelques commentaires au cours des derniers jours, des dernières semaines. Alors, tout d'abord, je vais commencer avec Pierre-Paul, notre habitué, qui est toujours là. Merci de commenter. Toi, tu l'écoutes sur YouTube et qui nous a annoncé quand même une bonne nouvelle. Il s'en va à WrestleMania, Pierre. Ouais. Donc, il va avoir la chance de voir ça live. Je sais pas si c'est ton premier WrestleMania, Pierre-Paul, mais profites-en. Moi, j'en ai vu une fois, le 34. Et j'ai beaucoup apprécié le party. Pas nécessairement... Tu vas voir, c'est gros, un WrestleMania. Selon où t'es assis, ça se peut que tu sois loin. Mais l'ambiance, c'est tout ça. C'est vraiment le fun. Fait que tu nous... puis laisse-nous savoir, t'es là. Est-ce que t'es là les 2 soirs? Est-ce que t'es là seulement un soir, là, vu que c'est divisé sur 2? Ou même toute la run, parce que ça peut être... tu peux partir du Hall of Fame, puis te rendre jusqu'au Raw après Mania. Normalement, ça se fait tous dans la ville. Donc, tu me diras... tu fais quoi? Puis comment t'as aimé ça une fois que tu vas l'avoir vécu? Absolument. Ton point de vue, tu vas voir nos analyses de notre côté à la télé, mais comment c'était live, il y a tout le temps un peu de différence entre ce qui se passe live et ce qui se passe à la télé. Fait que bien hâte d'entendre ton avis. Et sinon, on a aussi Philippe. Qu'est-ce qu'il dit, Philippe, hier? En fait, je pense qu'il a commenté sur le commentaire où tu as fait ton lexique sur le terme, sur le mot heel, donc les méchants dans la lutte. Puis il y a un fait divers là-dessus, ou un complément d'information.
À savoir si c'est véridique, j'imagine que Phil a double fact-checké ses affaires puis que c'est vrai. Mais je trouve ça vraiment intéressant quand même comme théorie, si c'est vraiment ça. Il dit le terme real pour les méchants vient du fait que lorsqu'ils avaient juste une caméra dans le temps pour filmer les événements, on les plaçait de dos afin de voir la face, donc les faces, la face des gentils. Fait que heel, donc, sont de dos, on voit les talons. Les talons sont face à la caméra. Et les gentils sont de face pour voir leur face, donc des faces. Fait que je trouve que ça fait bien du sens quand même. C'est très logique. Oui, absolument. C'est très logique. Puis j'aime que dans l'univers de la lutte, tous les petits termes qu'ils utilisent aussi, qui sont propres à la lutte en tant que tel, Ouais. il y a comme plusieurs explications. Ça fait que, moi, c'est la première fois que j'entendais, que tu me disais. Fait que merci pour le partage. Puis effectivement, c'est une des explications pour qu'on utilise les mots termes heel et face. Ben, très content de le savoir maintenant. Oui, complètement. Et, Puis, par contre, Phil, j'aime beaucoup ta théorie. Puis, merci pour ça. Par contre, Phil nous dit aussi qu'il est team Max vis-à-vis Eddie Kingston. yeah! T'es un peu déçu. J'étais un peu déçu, mais encore une fois, je respecte ta décision. En tout cas, on est en train de se faire un clan là, solide de team anti-Eddie Kingston contre toi, man. Méchant match handicap là, où je vais être tout seul contre le reste du monde. Mais au moins, Eddie Kingston va être de mon bord, fait qu'on va pouvoir vous coller une balle. Imagine Eddie Kingston. Faire des shotguns. Ouais, c'est ça, mais imagine Eddie Kingston et contre lui-même, il s'aime tellement pas qu'il va dans ton équipe à toi. Ça se pourrait. Ça se pourrait en plus. Parce que me semble qu'il est très dur envers lui-même, Eddie. Bon. Fait que tu vas être tout seul à défendre Eddie. Même Eddie, ça va pas bon. Correct, je l'assume. Et on va commencer justement, un petit segue vers la chronique, Lexix. Parce qu'il en reste encore des termes. On est rendu au 15e épisode, mais il y a beaucoup plus que 15 termes. Il m'en reste encore une trollée. Je pense qu'on va être capable de faire. De voir à quel moment je vais faire. J'ai plus d'idées. Ne plus que je peux t'expliquer. Mais on va en faire un cette semaine. C'est le mot spot. Ouh. Qu'est-ce qu'un spot? Et là, j'essaie toujours de trouver une traduction française, un mot, mais spot, j'ai cherché puis j'ai pas trouvé de traduction que je pourrais dire qui illustre bien le mot spot aussi. Si on veut, je veux pas non plus utiliser 4 mots pour expliquer spot, là. Mm-hmm. Fait que j'en ai pas trouvé. Si jamais vous avez des idées, là, écrivez-les dans les commentaires comment on pourrait traduire spot pour un mot court qui dit un peu la même chose, mais malheureusement, ça sera spot aujourd'hui. C'est que c'est un mouvement qui est prévu, ou une série de mouvements qui sont prévus à l'intérieur d'un match. Quand on dit mouvement, c'est plus genre un truc qu'on voit pas souvent nécessairement. Il peut en avoir des fois que c'est un petit peu quelque chose qu'on va voir ici et là. Mais c'est supposé être unique un peu, ou spécial à l'intérieur d'un match. C'est planifié à l'avance, la plupart du temps. Puis on prend le temps de bien installer un spot pour le faire. Fait que par exemple, tu sais, qu'on installe des chaises, qu'on installe des tables, tout ça. C'est une manière de faire un spot. Ça va être le spot sur... On pitch quelqu'un à travers une table, on pitch quelqu'un à travers des chaises. Normalement, ça a un gros effet sur la structure du match et sur la réaction du public. Fait que c'est comme un des mouvements qui va être comme, ok, regardez, là, tu sais. J'étais plus ou moins attentif, mais là, le spot y arrive. Ils ont tout installé depuis genre 3-4 minutes pour que ça se passe. Ils ont mis des échelles, tout ça. Il y a une table en dessous. Il va-tu se pitcher dedans? Il va-tu pas se pitcher dedans? Puis il finit par se pitcher dedans. Fait que c'est ça le spot en tant que tel. Puis il y a également des matchs qu'on peut appeler des spot fest. Fait que ça, un spot fest, c'est comme un festival de spots. Ça, je suis capable de traduire fest par festival. C'est bon. Fait qu'un festival de spots, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le match, la structure, si on veut, du match est plus ou moins importante. Fait qu'on fait juste enchaîner plein de gros mouvements impressionnants. Souvent, les matchs qui sont qui n'ont pas de restriction de ring, là, fait qu'ils vont aller se battre dans la foule, qu'ils vont aller se battre un peu partout dans l'aréna. C'est souvent des spot fest. Fait qu'on fait juste comme se promener, on se rend à un endroit où on va faire un spot, on land, on se promène à un autre endroit où on va faire un spot, puis c'est un peu un match spot fest, donc on n'est pas là pour la technicalité de la lutte, le côté technical ou le côté artistique, même si ça peut être le côté artistique, mais il n'y a pas d'enchaînement tant que ça, c'est plus on saute d'un mouvement impressionnant à l'autre. Et souvent, ça va être des matchs qui vont durer 10 minutes, mais tu peux avoir un bon recap de 2 minutes qui va te montrer tous les spots
en enchaîné puis t'as vu tout le match. Là, parce qu'entre les. Dans un match de spot fest, souvent la tradition est lente entre un spot à l'autre. Mais c'est super impressionnant. Puis même si le match, il y a juste 3-4 spots impressionnants, puis ça dure 10 minutes, ben ça va être un bon 10 minutes parce que t'es comme, voir qu'ils ont fait ça. Toi, Pierre, quel lutteur ou quel match t'associe le plus au terme spot fest ou au terme spot? Qui est comme dans son répertoire, il en fait souvent, il fait, puis qui est reconnu pour en faire souvent? As-tu une idée? Si je vais plus old school de Jeff Hardy. Jeff Hardy. Hey, j'avais Jeff Hardy également, mais je vais trouver quelqu'un d'autre où tu dis Jeff Hardy. Mais oui, Jeff Hardy est un très bon exemple. Pourquoi, Pierre? Ben, parce que, en fait, il y a un de nos amis, Pierre-Luc Racine, qui décrit Jeff Hardy en étant pas un lutteur, mais un cascadeur bonifié. Puis je trouve ça quand même assez exact, parce que c'est pas un lutteur très technique, c'est pas lui qui va faire du... Il peut faire du chain wrestling, là, donc il peut enchaîner plusieurs côtés, plusieurs moves techniques dans un match, mais Jeff Hardy va exceller quand... C'est ça, il va avoir... une échelle, puis il faut qu'il se pitche dans des tables, puis il faut qu'il saute sur la troisième corde en dehors du ring, dans des gens. Fait que c'est pour ça que le décrire comme un cascadeur bonifié où il fait des gros spots, je pense que c'est la meilleure façon de le décrire, parce que c'est ça. C'est ce qu'il fait, il y a comme pas peur, ou il y a pas... C'est un fou dans la tête. Il est un peu cray-cray dans la tête, Jeff Hardy. Ouais. Surtout dans sa jeunesse, Ouais. il était déjà comme ça, mais là, il est comme rendu à plus de 40 ans, avancé, puis il continue de faire tout le temps dans ses matchs à au moins un là, spot qui va arriver. Ça, tout le temps un. Et c'est impressionnant avec son corps qui continue d'en faire. Les Hardy également, Matt en faisait également quelques-uns. Moi, je vais nommer un autre qui c'est pas mon lutteur, disons, préféré, mais qui est reconnu pour en faire souvent. Et c'est Shane McMahon. Ah, ben oui. Shane McMahon qui aime ça. Il est pas là souvent, mais il aime ça quand il est là, qu'on parle de lui puis qu'on fasse. As-tu vu le fils du boss? Il est monté de 4 étages puis il s'est pitché en bas. Son classique gros spot à SummerSlam où pendant comme 10 ans, on le voyait pas de l'année, puis là, un moment donné, il arrivait un peu comme genre dans le mois de juillet, puis il y avait une petite feud avec quelqu'un, puis pendant son match à SummerSlam, ben, il montait dans 40 pieds de haut, dans un hélicoptère, dans de quoi de ridicule, mais il le faisait. Il le faisait, puis ça prend... Tu sais, oui, il y a un tapis, puis tout, un matelas en bas pour l'atterrir, mais t'es quand même intense quand tu te pitches de 4 étages avec un coude. Pour faire un elbow drop, tout un elbow drop de 4 étages. Alors, c'est le mot. Et tu vois, t'as dit cascade. Je pense que cascade pourrait être un bon mot francophone. Ah, j'aime ça. Une espèce de cascade, un festival de cascade. Moi, j'aime ça, cascade. Je pense que tu m'as donné la traduction que j'aime. Fait que dites-nous dans les commentaires si vous aimez cascade pour mettre franciser le mot spot. Et surtout, qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous entendez un match de spot fest ou un spot qui vous a marqué dans votre vie d'écoute de lutte. Et on enchaîne avec la prochaine chronique et c'est est-ce que c'est fait farfelu cette semaine, Pierre? Absolument. Alors, chronique fait farfelu de Pierre? C'est un mix entre fait farfelu et fait plus historique. En fait, c'est les débuts de Samoa Joe, parce que on va parler de Samoa Joe tantôt, là, qui est rendu le champion. Le champion! Le champion du monde de la All Elite Wrestling. Donc, on va... en fait, je me suis questionné parce que on connaît Samoa Joe comme une des plus grandes têtes d'affiche de la TNA à Impact et même de la Ring of Honor. Mais surtout à la TNA. Il y a eu une grosse run dans les bonnes années de la TNA aussi. Là. Exactement. Avec Kurt Angle, entre autres. Là, était dans le temps AJ Styles, Christopher Daniels, quand tout le monde était super en forme. Le match à 3 chemins contre Christopher Daniels et AJ Styles dans le gros ring, octogone. Un classique. Allez le voir ce match-là, ça vaut la peine. Samoa Joe a fait ses débuts dans le ring après seulement 3 mois où il a commencé. Après 3 mois d'entraînement, il a commencé à lutter pour la Ultimate Pro Wrestling en 2000. Okay. Donc il a commencé à s'entraîner en 1999 et il a commencé en 2000. Genre mi-vingtaine, je suppose. J'imagine que oui. Là, il devait être début vingtaine. En tout cas, je vais aller. On va faire les recherches.
Parfait. Continue. C'est ça, la Ultimate Pro Wrestling, c'était une fédération de développement pour la WWE dans le temps. Fait que, il a immédiatement commencé, dans ce temps-là, une feud avec John Cena. Puis, Arrête! John que lui- Cena et Samoa Joe. Très Ouais, que cool. lui-même, John Cena a commencé à peu près en même temps à la Ultimate Pro Wrestling. Donc, les deux ont été à un moment ou à un autre champions de la UPW. Donc, mais Samoa Joe, c'est lui qui a été le plus grand champion de cette fédération-là, avant sûrement que la fédération soit achetée par quelqu'un d'autre, puis elle soit complètement déchu, là. Fait que ça, Samoa Joe a été le plus grand champion de cette fédération-là. Il a été pendant 1 an. Après 1 an aux États-Unis, Joe s'est rendu au Japon, a lutté là pendant 1 an aussi à la Pro Wrestling 01, une petite fédération au Japon. Et il est revenu aux États-Unis. Il a signé avec Ring of Honor. Donc seulement après 2 ans à être actif sur le circuit, Samoa Joe a signé avec la Ring of Honor. Et il a signé en 2003, donc 2-3 ans là, de lutte dans les Indies. Et le reste, le rest is history. Donc, oui. c'est ça, les débuts. Les débuts dans une fédération de développement pour la WWE contre John Cena, c'est quand même un beau début. Quand même. Ouais, vraiment. Et il avait 21 ans. Il a Voilà. fait une petite règle de 3. Et 21 ans, il avait. Fait commencer quand même jeune. Et Samoa Joe était. On s'entend début 2000, on était encore à l'époque de la WWE qui aimait ces messieurs grands, gros et musclés. Musclé, ouais. Et Samoa Joe manque le grand à tout ça parce que il est très massif, mais quand tu le mets à côté de quelqu'un qui est 6 pieds 2, il a l'air un petit peu plus petit. Donc, c'est plate parce que il y avait tout le côté technical et tout le côté aussi storytelling qui était capable de bien mettre à l'intérieur de ses matchs. Mais malheureusement, il fitait pas dans le cadre que la WWE voulait à l'époque de ses lutteurs. Donc, je suis très content qu'il ait comme persévéré et qu'il avait réussi à faire sa place parce que c'est quand même un grand lutteur que n'importe qui aussi, là, tu sais, c'est des Daniel Bryan, des Bryan Danielson, tous ceux qui ont été sur son parcours ont tout le temps mis beaucoup d'emphase sur son talent in-ring. Ouais. Mais pour des raisons un peu superficielles, on voulait pas lui donner sa chance dans la grosse ligue. Fait que Ouais. content que ça soit réglé aujourd'hui. Puis même à l'époque, à la TNA, il était un champion très puissant. Puis même si c'est pas le plus grand, je trouve que son meilleur personnage, c'est quand il est invincible. C'est quand tu le builds comme un monstre à abattre. C'est là qu'il est. Puis c'est un peu le run qu'on y met. C'est ce qu'il est en train de bâtir présentement, j'ai l'impression. Là. Mais je trouve que c'est toujours ses meilleurs personnages sont toujours dans ce genre d'histoire-là. Ouais. Et il y a eu également d'excellents matchs avec Bryan Danielson à la Ring of Honor. Que je Oui. vous conseille si jamais vous trouvez des matchs archives de ces deux-là. C'était des belles rivalités. Il y avait des très bons matchs de deux jeunes messieurs qui sont devenus des méga stars par la suite, mais qu'à l'époque, il y était encore des jeunes messieurs qui faisaient ça pour le plaisir, pour la passion. Et on va y revenir un peu plus tard, hein, parce que ton match que tu vas analyser, c'est le match de championnat de Samoa Joe de cette semaine. Fait qu'on y revient un peu plus tard, mais tout d'abord, on va commencer avec mon match de la semaine. Et je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai trouvé la semaine encore un peu mollo. Un peu... Pas de la grande lutte, règle générale, pas des grands trucs qui se construisent sur plusieurs... qu'on donne un 20 minutes, le temps de respirer, puis que c'est des enchaînements un peu originaux, tout ça. Fait que c'est sûr, quand on compare au dernier épisode avec Wrestle Kingdom, où j'étais... On part de loin. La barre était haute là, pour être capable d'accoter. Il n'y avait pas de match de l'année cette semaine. C'est ça. On a fait un épisode où on est passionné, puis passionnant, puis on est dedans, puis on tripe de la lutte, puis là, on tombe à des matchs télé de la semaine, puis c'est comme, ok. Ouais. Moi, j'ai beaucoup plus aimé, moi, personnellement, la semaine de lutte, côté histoire. Exact. Côté booking et un peu plus promo, c'était meilleur, mais côté lutte, un petit peu moins là. Mais mon match préféré, ça a quand même été un court match, un petit court match, mais c'est Private Party contre Top Flight. Donc un match. C'était un retour, leur premier match. Un genre de retour exact dans leur nouvelle gimmick, nouvelle ancienne gimmick. Ouais. Ils sont sortis du joug de Matt Hardy pour revenir Private Party. Et j'ai aimé parce qu'on dirait que c'est comme une nouvelle. On a comme peinturé la gimmick Private Party. Et j'aime mieux la couleur, présentement, qu'on leur donne. Je pense que les gars aussi, ils ont un peu plus d'expérience.
ils ont travaillé dans les dernières années Mhm. et livrent mieux ou sont plus confiants, disons, dans leur gimmick. Plutôt qu'au début, je les trouvais un peu green et un peu hésitants lorsqu'ils n'allaient pas à 100% Ouais, je dans leur comprends. personnage. Là, je les ai trouvés un peu meilleurs cette semaine. Fait que c'est comme un petit match à Stade Dynamite le 17 janvier. C'est pas très long, c'est entre le main event et c'est comme dans la case horaire où c'est de transition là, un peu. Ok. Là. Fait que deuxième heure, un peu en transition avant le main event. On s'attend un peu à rien quand le match commence, mais c'est 4 lutteurs très bons Oui, in-ring. oui, oui. Moi j'aime beaucoup Dante Martin particulièrement, mais son frère aussi est très bon. Et c'est le retour un peu de tous ces gens-là, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures là, à travers tous ces 4 lutteurs-là. Et là, les 4 sont en santé enfin. Fait Quatre qu'on jeunes, commence. quatre prospects, quatre personnes qui peuvent potentiellement être des futurs stars Ouais, All Elite, des jeunes de la All Elite qui ont monté dans la All Elite. Fait que c'est intéressant. Là. Que, je te laisse aller. exactement. Fait qu'on commence avec l'intro de Private Party qui revient avec un peu le côté on est VIP et on a même le fameux le gardien de sécurité hein, Ouais. que t'aimes bien qui ouvre la petite corde de VIP lors de leur entrée. Fait que j'ai hâte de voir si on va peut-être mettre un peu plus de budget dans cette entrée-là, Ouais. éventuellement, mais c'est un petit clin d'œil quand même intéressant. Et là, je sais pas pourquoi, ils ont comme décidé d'intégrer beaucoup de moves sexuels maintenant dans leur Oui, hein? Oui, dans c'est leur vrai. move. Fait que des coups de bassin, ça se fait aller. Ça se fait aller, les coups de bassin. Je sais pas si c'est l'influence de Matt Hardy, mais à travers le frère Jeff Hardy qui aimait bien ça, les coups de bassin dans son intro. Mais il y en a un peu plus qu'avant. Et j'aime le côté shot, shot, shot que Mhm. maintenant mis dans la chanson aussi. Fait que je vais le mentionner. Je trouve que c'est un chant qui peut être très efficace, un peu comme le yeah, puis le yes, puis le no, peu importe. Là. Fait que c'est un court mot que quand on donne un coup, on peut dire shot. Oui. Je pense qu'éventuellement ça va être over, ce truc-là. Et ça l'a un peu été durant le match aussi. Et par la suite, Top Flight arrive. Bon, un peu. Ils n'ont pas encore défini trop ce que c'est leur personnage. Et là, j'étais comme, ok, Private Party était heal avant, mais on fait-tu heal contre face? Mais finalement, non, on décide que c'est face contre face dans, dans le style de lutte. Fait qu'on commence le match entre Derek et Isaiah. Pas Derek, mais Darius et Isaiah Cassidy. Puis c'est comme un échange d'enchaînement technical. Où Mhm. on se fait des holds, on fait des counters, on se ramasse les deux sur le dos. Et là, qu'est-ce qui arrive quand on se ramasse les deux sur le dos? Je sais Les pas. deux, ils font mon rêve synchronisé. Les deux en même temps. Fait que là t'es comme, esti, quand 2 personnes en même temps font mon rêve, ça. C'est tough, mais je suis content de voir ça. Je suis C'est content de ça, voir t'as que des gens comme. réussissent. T'es vraiment entre deux émotions, entre le c'est le fun à voir, la synchronicité des deux, mais ça te fait chier parce que t'aimerais ça être capable de le faire. Ben oui, puis là, je vois 2 personnes qui sont capables de le faire devant moi. Fait que je suis comme, ah. Mais bon, ils font ça. Fait que moi, ça me fait tout le temps un sourire quand je vois mon rêve se faire. C'est mon rêve, mais qu'est-ce que tu veux? Peut-être un jour. Par la suite, les deux font un tag de chaque côté. Les 4 se mettent. Les 4 lutteurs dans le ring, ils se regardent. Puis là, on fait, oh, c'est là que ça va virer. Non, finalement, on se donne des petits coups de poing. On se respecte. Yes, sir, bro. On est tous des gentils dans ce match-là. Fait que ça va être un peu développé, surtout plus dans le finish du match, là. Voir comment on va développer un peu cet angle-là. Fait que c'est Dante et Mark Quen. Mark avec un K d'ailleurs, Ouais. qui l'écrit. Fait que je pense que je vais l'appeler Mark avec un K maintenant. Euh, on repart, on repart dans le technical là, maintenant avec les deux autres, Dante et Mark, avec un K. Fait que ça se fait des headlocks, des counters, des armbars. Rien de trop fancy, juste du petit technical wrestling de début de match. Private Party prennent par la suite le dessus avec un tag dans les cordes, un peu en transition. Et les deux sont maintenant légaux dans le ring, attaquent les deux, va attaquer l'autre frère qui est en attente sur le ring. Et ils sont fiers, ils posent dans le coin. Et là, on s'en va à la pause. Fait que je profite de la pause pour vous parler de Humour au ciboire, qui est ma soirée d'humour. Ça vous tente de venir. La prochaine soirée, c'est le 31 janvier prochain, mercredi 31 janvier. C'est à Montréal. Pas beaucoup de billets disponibles, mais tout de même, faites vite avant que ça soit complet. Et durant la pause commerciale, je donne ma petite pub, mais durant leur pause, il y a quand même eu des beaux trucs. Entre autres, il y a comme eu une série de coups de pied dans le coin, un peu à la Steve Austin.
Et la foule, de manière naturelle, s'est mis à crier le shot, 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 shot. C'est bien, Pendant, fait que j'étais comme, ok, parfait. D'après moi, ça va être travaillé dans les dark matchs, tout ça, pour que ça soit un peu plus clair, mais que la foule, de manière un peu instinctive, commence déjà à le faire sans que ça soit trop installé. Je pense que ça s'annonce bien pour Private Party. Et il y a également eu un move dans les cordes où Darius, pendant la pause, là, il part genre de la troisième, il pogne un des deux frères de Top Flight en genre de DDT, en spin DDT. Mais en tombant, il attrape le deuxième de l'autre bras. Là, il a les deux frères d'un chaque bord. Puis là, boum, il tombe en DDT. Fait que lorsqu'on vient de la pause, on montre ce mouvement-là, une espèce de double DDT. Mais ce que j'ai le plus aimé de tout ça, c'est le sell de Cassidy, que lorsqu'il atterrit dans le DDT, il est tout mou, puis il laisse ses jambes comme ça, puis là, on enchaîne tout de suite sur le pin. Fait que j'ai aimé le sell particulièrement de Cassidy là-dessus. Un beau sell de Monsieur Mou. Est-ce qu'il a fait son. On peut-être qu'on l'entend pas parce que c'est pendant la pause, mais est-ce qu'il fait son cri aigu, là, comme qu'il fait le genre de son spot signature, signature où il mange un coup puis il fait un genre de cri aigu. Il l'a-tu fait dans le match? Je pense, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu se faire dans ce match-là. Fait qu'on regarde pour d'autres choses. Quand on vient de la pause, on a Darius qui a l'avantage en armbar sur Cassidy. On fait un tag pour travailler en équipe, mais Cassidy évite le pire. Il réussit à éviter tout le monde. Il tag son ami Mark avec un K. Et là, Mark, j'ai aimé cet enchaînement-là. Fait qu'il part, il se fait son tag, il part à courir, il saute entre la 2 et la 3e corde dans un saut vers l'extérieur pour tomber sur Darius qui est de ce côté-là du ring. Il revient dans le ring, il se remet à courir. Là, ce coup-là, il saute, mais par-dessus la 3e vers l'extérieur sur Dante. Mais là, c'est pas fini. Il revient sur le ring. Il repart à courir, et là, il saute l'autre bord. Mais, il fait un flip, là. Fait que par-dessus la 3e corde, il flippe et il retombe sur Darius. Mais là, c'est pas fini. Il revient sur le ring, il se remet à courir, il saute par-dessus la 3e corde avec un espèce de corkscrew diving, par-dessus la 3e corde, puis il tombe sur Dante de son bord. Et là, il est à terre, et là, il en a fait 4 de suite. Et qui se fait quoi? Il se garde puis il se fait son petit move. Il fait un petit move sexy. Son petit move sexy en regardant la caméra. Oui, ça m'a pénétré dans l'âme. Wow. J'avais l'impression que je faisais l'amour avec Mark avec un K. Il me regardait direct dans les yeux. Puis j'étais comme, ok, j'ai vécu quelque chose. Fait que, on sait que Mark avec un K a eu une blessure récemment. Je sais pas si c'était comme un segment pour genre qui se prouve à lui-même puis qui prouve à tout le monde. Vous voyez, je suis guéri. Mon retour. Voici ma série de 4 plongeons. Comme, tu sais, c'est pas le gars qui a le plus de spring. Je pense Dante de son côté puis Isaiah ont plus de spring dans leur genre. Ouais. Mais il fait quand même les 4 mouvements. Puis ça permet de, si on veut montrer, vous voyez, je suis plus blessé. Je suis encore là. Et lorsqu'on finit ce segment-là, ben, t'as la foule qui capote puis qui fait shot, 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 shot. Shot, shot, shot. Fait que les gens sont contents, ils veulent des shots d'alcool, fait que c'est tout le temps une bonne chose. N'importe où tu sais, si les gens commencent à crier shot, 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 ça se passe bien. Même dans des funérailles. Si le monde commence à crier shot, shot, shot dans les funérailles, c'est des bonnes funérailles que t'es en train de vivre. Là. Profite-en. Shot, shot, shot. Shot, shot, shot. C'est bon. On revient, il monte sur la 3e. Et fait un 450 splash que j'ai pas vu faire lui. Mark avec un K fait un 450 splash sur Dante. C'est quand même rare. C'est pas le plus fluide des 450, mais c'est quand même bien. SL tombé. 1, 2. Non, pas assez encore. Dante se relève. Et là, rapidement, Dante, boum, coup de genou à la volée dans la face de Mark avec un K. Dante tag son frère. Darius s'amène. Mark, entre la. Ça, j'ai bien aimé là, cette transition-là. Vous allez voir là, les images. Darius amène Mark entre la 2 et la 3 pour comme l'accoter un peu à la 619 pour le faire accoter. Mais pour le mettre comme ça, il passe lui-même entre la 2 et la 3 vers l'extérieur en le tenant. Fait que j'ai aimé comme cette transition-là. Transition logique. Fait comme je l'apporte là. Puis... Je l'apporte là. Ensuite, boum, kick dans face, mais de l'extérieur. Pendant qu'il se fait kicker dans face, ça, tout ça est rapide. Fait que c'est encore Dante, il est encore légal. Il a le droit à son 5 secondes sur le ring. Fait que lorsqu'il reçoit son kick, Mark avec un K, il se tourne de bord, boum, super kick d'en face de Dante pendant qu'il sort. Fait que j'ai bien aimé toute cette petite transition-là. C'était rapide, c'était beau. Puis là, lorsqu'il reçoit son super kick d'en face, ça revient de bord, qu'est-ce qu'il n'y a pas?
Darius qui en springboard tombe dans une espèce de DDT. La caméra était pas la meilleure. Là. On a comme switché d'angle de caméra. Fait que je pense que c'est un DDT qui a été fait à ce moment-là. Mais toute cette belle transition-là, ça a genre duré 3-4 secondes et c'était super beau à l'écran. Fait que je le mentionne. C'était très bien. Ensuite, on avait notre fameux arbitre chauve qui est pas très bon pour les tags, les matchs tag team. Rick Knox. Rick Knox. Fait que Rick Knox, c'est ça. Il perd le contrôle, comme souvent il perd le contrôle dans des matchs des matchs de lutte en équipe. Et ça, j'aime ça quand même, hein, que ce personnage d'arbitre-là est vraiment sa personnalité, que c'est l'arbitre pas... Là, quand on dit pas bonne, c'est le kayfabe, là. C'est une arbitre pas bonne qui perd tout le temps le contrôle, ce qui fait que ça justifie le fait que pendant quelques minutes dans un match en équipe, tout le monde, ça frappe et... Il perd complètement. Depuis, je pense que ça, le botch avec Moxley et Phoenix, quand Moxley a eu sa commotion, ouais. Je me souviens plus, en septembre l'année passée, puis c'est Rick Knox qui était sur ce match-là, puis la commotion est arrivée au début du match, puis ils ont fait le match au complet. Là, c'est à savoir si c'est Moxley qui a insisté pour continuer, ou savoir si Rick Knox, c'est lui qui a pas callé la fin de ce match-là. Mais depuis ce temps-là, j'ai l'impression aussi que son personnage à cet arbitre-là, c'est comme est plus défini. Je sais que à Dynamite, quand on était présent au Centre Bell, il s'est fait huer, là. Mais les arbitres sont tout le temps un peu hués, là, un peu comme à l'impro, là, mais on dirait que lui, c'était comme une coche de plus, là, vraiment comme le monde le huait comme fort. Avec j'ai l'impression que ça, son personnage de genre arbitre heel, si on veut, ou est défini, puis j'adore ça. Vraiment comme comparé à un Bryce qui est le plus petit, le plus cool, là, que lui, on dirait comme tout le monde l'aime, puis il est bon, puis il est efficace, puis il cale les shots comme il faut. Puis exactement. J'adore ça. C'est bien vu. Exact. Fait que, bref, Rick Knox parle le contrôle. Fait que pendant qu'il parle le contrôle, intervention illégale de Cassidy, Darius contre avec un pellet kick rapide. Bien aimé ça, très, très rapide pellet kick. Après, tout le monde revient illégalement. S'enchaîne un Hurricanrana de la 3e sur Dante, qui est comme propulsé dans un cutter pour Isaiah. Fait que c'est un move qu'il faisait là, souvent. Je pense que ça a été un finisher, même à un moment donné, de l'équipe. Je sais pas si. Je connais pas le terme de ce move-là, mais c'est comme un Hurricanrana qui est pitché, puis le boom, on tombe en cutter de l'autre côté. Mais un beau petit move. Et suite à ce move-là, Mark avec un K, il fait un petit paquet pas loin de la corde. Et là, en profite pour tricher. Il s'aide avec la corde. 1, 2, 3. Gagne le match comme ça. Fait que, tu sais, au début, on était comme, on est deux gentils, on se donne le point, comment ça va se finir. Finalement, je pense qu'on installe, je sais pas comment, parce que même après le match, on célèbre un peu comme qu'on était des gentils, mais Private Party, on comme ouais, Private Party un peu méchant dans la manière. Puis là, il y a un petit argument là, après le match, genre, hey, comment ça t'as triché, là, t'es tellement technical, tout ce qu'on a vécu, puis tout ce qu'on a fait, les enchaînements, ça aurait été le fun, ça se finisse clean, mais j'ai l'impression qu'on construit une petite histoire entre Private Party et Top Flight. On va espérer que ce coup-là, les blessures ne viennent pas tout gâcher, qu'on puisse avoir peut-être un momentum qui s'installe pour peut-être pas un match dans un pay-per-view, quoique alors les pay-per-view n'ont pas la même saveur, disons, qu'à la WWE. Il y a moins de spécial. Peut-être qu'il y aura un match de pay-per-view éventuellement si on se rend à plusieurs affrontements entre les deux équipes. Mais j'ai hâte de voir où ça s'en va. Et c'est un court match quand même, surtout avec la pause dans le milieu. Fait que si vous voulez l'écouter, c'est pas très long à écouter. Puis vous voyez des beaux enchaînements d'équipes. Moi j'aime beaucoup Dante Martin, j'y crois beaucoup. J'aime également beaucoup Cassidy du côté de Private Party. Je trouve que c'est deux lutteurs qui ont beaucoup d'avenir, ils sont très jeunes aussi. Il me faut un peu penser du côté de la WWE. Leur nom m'échappe, maintenant ils sont. Ils ont un peu la même gimmick là, que Private Party. Smoke. C'est quoi leur nom d'équipe? Street Profit? Street Profit, exactement. Donc, Isaiah ressemble beaucoup à le meilleur des deux dans Street Profit. Montez Ford. Exactement. Ouais. Fait que j'aime ce genre de lutteur qu'on dirait qu'ils ont des ressorts dans les jambes. Oui. Ils sont super hauts. Fait que j'ai hâte de voir la suite pour ça. Mais c'était mon match de la semaine. Dans une semaine qui était pas super, mais ça vous tente d'écouter un bon petit match surprenant aussi, ou qui était placé dans la carte. Tu t'attends pas que ce soit un très bon match, mais moi ça m'a surpris, j'ai aimé ça. Et c'est le match que je vous décris aujourd'hui. Et toi de ton côté, ton match de la semaine, c'est encore à Dynamite?
Ouais, Ben oui. le match qui a suivi ton match, donc c'est le main event. C'est Samoa Joe qui défend son titre, sur la grosse belt. C'est son titre qu'il a gagné contre MJF il y a déjà quelques semaines contre Hook. Donc, pour la petite histoire du match, en fait, Joe est présentement challengé par Hangman, Swerve et Hook. Fait que 3 personnes qui courent après le gros titre. Pourquoi c'est Hook présentement qui se bat contre lui? C'est que Hook, c'est un jeune avec peu d'expérience qui a un titre qui veut absolument rien dire, que la WTF, qui est le titre de son père dans le temps qu'il y avait à la ICW. La ceinture de son papa. Ouais, c'est ça. Fait que il y a ça un peu pour le fun. C'est comme, ça veut pas vraiment dire quelque chose dans le monde de All Elite, mais c'est que Hook a une fiche de 28 victoires et une défaite, ou 29, en tout cas, il a une très bonne fiche. Il est donc sur une hot streak ou sur une lancée chaude, vu qu'on traduit tout, nous, ici au podcast. Petite parenthèse, ça me donne l'impression que peut-être Tony va revenir avec des stats de victoires et de défaites pour les storylines, vu qu'on a mis beaucoup d'emphase sur les défaites et sur les wins de Hook. Ben, aussi avec le... Ben, ben, tu sais, c'est dans cet univers-là de la All Elite Wrestling où, je pense à l'intérieur de comment il veut construire ses matchs. C'est bien. Il faut juste qu'il y ait toujours une logique. Et des fois, tu as des lutteurs qui ont une série de victoires ou de défaites qui sont moins légitimes, mais qui se rendent quand même au titre. Dans ce cas-ci, c'est très légitime, mais j'aimais ça parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on a voulu installer la semaine dernière avec la promo de Samoa Joe. Tu sais qu'on se demandait ça s'en allait où, ça va être quoi la différence maintenant des challengers. J'ai l'impression qu'on va vraiment mettre de l'emphase les fiches des lutteurs qu'il va affronter. Et on commence ça avec Hook, qui était une des meilleures fiches pour l'instant. Même si on s'entend, ces victoires ne sont pas contre des gens qui sont dans le main event. C'est mid-card, low-card, mais une victoire, c'est une victoire. Fait que là, on le push contre un Samoa Joe. J'ai hâte de voir. Le seul que je trouve qu'il n'y a pas rapport là-dedans, parce qu'il n'est pas sur une si bonne lancée, c'est Hangman. Fait que j'ai l'impression dans les prochaines semaines, on va peut-être le légitimer un peu plus. On a déjà un peu commencé en 2024. Fait que je pense qu'on va mettre souvent la fiche juste 2024 de Hangman. Parce que avant 2024, il enchaînait beaucoup de défaites. Exactement. Il enchaînait entre autres contre Swerve. Oui. C'est légitimé beaucoup à travers Hangman. Il a aidé à faire monter Swerve, mais sa propre fiche à lui est restée plus bas. Moi, j'aime quand même beaucoup la fiche. C'est comme tu dis, faut pas que ça devienne un peu comme un clusterfuck de booking puis qu'on se perd là-dedans. Mais je pense qu'on peut jouer avec les deux. Moi, j'aime ça qu'on soit capable de jouer avec les deux. Tu joues avec les stats, mais des fois, jouer aussi avec des opportunités bidons, du genre, j'ai battu 2 anciens champions, je mérite une chance avec le champion actuel. Je pense que les deux peuvent exister. Ça dépend vraiment juste comment c'est apporté puis comment c'est bâti, comment c'est monté. Deux très bonnes entrées. J'aime beaucoup la chanson de Hook. Son entrée est un peu longue, là, son tour de ring, mais ça fait quand même bien que le personnage de jeune qui s'en calisse un peu. Le signe de Batman, j'aime bien aussi. C'est une petite nouveauté, là, mais je pense que c'est genre quand de même spot du potentiel. au plafond avec écrit Hook, là, c'est exactement comme à la Batman. Oui, j'aime vraiment ça aussi. D'entrée de jeu, Hook niaise pas avec la POC. Il saute tout de suite sur Joe parce qu'il sait que Joe, c'est un gros morceau de lutteur à essayer de battre. Il est tough. C'est ça, comme on le disait plus tôt dans le podcast, Joe, présentement, son personnage, puis c'est le meilleur personnage que Joe peut présenter, c'est le monstre à abattre. C'est l'indestructible montagne qui est Joe. L'homme plus fort que nature, qui va t'en donner, mais qui est prêt à en manger aussi. Fait que Hook niaise pas avec la POC. Le booking ou l'histoire est vraiment très très simple. C'est le jeune qui veut surprendre le vétéran, puis qui veut tout de suite être capable de s'imposer, puis d'être capable de lui montrer que tu me fais pas peur, tu m'intimides pas, je vais être capable. Fait que Hook donne tout ce qu'il y a avec Joe. Mais Joe, c'est la force brute. Fait qu'il réussit tout le temps à s'en sortir. Fait que même si Hook donne des punches, donne des coups, ben Joe revient tout le temps avec un coup de coude. Dans les cordes, il revient, un coup d'épaule. Fait qu'il réussit tout le temps, comme ça, à s'en sortir puis à contrer les attaques de Hook.
Oh, c'est ça, la grosseur, la différence de grosseur est marquée pendant le match, puis c'est un peu ça qui va jouer tout le long. Dès que Joe veut sortir d'une situation, il profite de sa posture et de sa façon de s'imposer. Fait que, on se retrouve en dehors du ring. Joe veut lancer Hook dans les barrières, sur la barricade, mais Hook monte à pieds joints et revient avec un genre de coup d'épaule, pas d'épaule, mais ça c'est un coude, ça. Un genre L'avant-bras. D'avant-bras. Tu vois, un super bel move. On voit un Hook un peu plus athlétique que d'habitude. Habituellement, il est un peu plus technical, brawler, un peu plus plus boxeur. brawler. Ouais, exactement. Fait que là, on voit quelque chose d'un peu plus athlétique. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Mais Joe fait quelque chose là, d'incroyable. Il va prendre Hook et il va le lancer dans les escaliers de lutte qui sont indestructibles. Puis il est petit, Hook, en plus. Ouais. Il est petit, là, il aurait pu exploser sur l'impact. Complètement. Il aurait pu se déchirer en deux, là, tu sais, comme les deux jambes qui décollent du corps. Savez-vous que, c'est un autre fun fact, je vous lance un autre fait farfelu. Ça a l'air que le matériel qui est utilisé pour faire des escaliers de lutte, c'est le même matériel qu'on utilise pour faire des bunkers antinucléaires, comme exemple à la Maison-Blanche. C'est exactement le Ça même me surprend matériel. pas. Ben Ça non. me surprend pas. Ça me surprend pas parce que, tu sais, Vince, tu sais, il a quand même son bras dans la politique. C'est ça. Fait que, d'après moi, il était capable d'aller chercher un peu de blueprint, de trucs comme ça, puis d'utiliser le même matériau. Ben oui, c'est ça, t'es comme... si jamais vous êtes dans un show de lutte, puis qui annonce qu'il y a une bombe qui va exploser, le mieux, c'est d'aller se cacher en dessous des marches. Mais en même temps, les marches sont tellement lourdes. T'es pas si lourd, ça, là. C'est dur, dur de l'élever puis de se cacher en dessous, t'sais. Tu te mets pas loin, t'espères que la bombe frappe du bon bord. C'est ça. Que tu sois sauvé de cette manière-là. Mais Ok. ouais, non, c'est un excellent conseil santé. Très, ouais, ça fait plaisir là, d'être là pour vous conseiller, là, pour pas là, mourir d'une explosion, ça a l'air. On retourne dans le ring. Hook s'en est sorti, s'est sauvé de toute cette volée mangée par les escaliers. Le jeune Hook nous montre une belle leçon d'endurance, de cœur, de persévérance, parce qu'il se laisse jamais abattre, malgré les chops, malgré les coups de pied, les coups de poing. Hook reste là. Il y a 2 gros spots que je vais vous parler qui s'est passé pendant le match. Le premier, c'est on est du côté de la table des annonceurs, en dehors du ring, et Joe veut faire un genre de powerbomb au travers de la table à Hook, mais il réussit pas à bien se placer. Mais Joe, il a l'expérience, c'est un vétéran, il est plus gros, il est plus fort que Hook. Fait que Joe va le prendre, puis il va faire un Uranagi. Fait que c'est juste de prendre la personne puis le colisser à terre, mais à terre, c'est pas à terre. Parce qu'à côté, il y a une table des annonceurs et c'est un spot que j'avais jamais vu. Il a juste colissé dans le coin de la table. Boum! Sur le long de la table. Je vais peut-être mettre une petite vidéo, je vais peut-être mettre des photos là, pour essayer de vous expliquer un peu exactement comment ça s'est passé, mais c'était extrêmement Ça fait violent. mal. Ça fait mal. Ouais. Il y a comme une. Il est rouge tout de suite, même à cet endroit-là. Puis la table, elle casse. En tout cas, elle brise pas de manière clean comme d'habitude, mais. Oh là là, une chance qu'il est jeune. Moi j'ai eu mal dans le dos. Ouais, c'est ça. Puis en plus, là, Joe reprend tout de suite Hook. Et là, il relève en powerbomb sur l'apron, fait que sur le bord du ring. Les commentateurs sont excellents, ils mettent de l'emphase là-dessus pour dire... un des commentateurs est le papa de Hook, d'ailleurs. C'est ça, exactement. Qui reste calme, qui dit non, je fais confiance à mon gars. Hook qui se relève, qui fait des fingers à Joe, qui était encore là, la persévérance. Il est là, tu sais. Très Rocky 1, là, de genre, me fait péter à la gueule, mais viens-t'en. J'en veux encore. Je reste là, puis je vais me relever. Hook est étendu par terre sur le ciment, parce que en dehors du ring, c'est du ciment. Et Joe revient dans le ring et l'arbitre compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Mais non, il se rend pas à 10. Hook revient dans le ring. C'est incroyable comment les gars ont un genre d'instinct de survie que dès qu'ils entendent le chiffre 9, faut qu'ils montent sur quelque chose. Puis ce qui est pas loin, souvent, c'est le ring. Fait que je pense que j'ai l'impression que tu seras à l'aéroport, tu te croises un lutteur, puis tu te mets à faire un compte 1, 2,
3, mais quand t'arrives à 9, il se lance sur un comptoir ou il se lance sur un banc pour pas toucher à terre. C'est un genre d'instinct là, que les lutteurs ont. Joe pin Hook tout de suite. Pareil que c'est leur réveil matin. Ah, c'est Quand ils ça. dorment là, bien endormis, là, ils font juste un petit enregistrement de quelqu'un qui compte jusqu'à 9, ils se réveillent 9 tout à ça. 10. Ils se réveillent de même de façon intense. Puis là, t'as leur femme à côté qui dit « Ouais, on tabasse là, c'est quoi ça? » Fait que Hook, c'est ça qui revient à 9 dans le ring. Joe perd pas de temps, il pin tout de suite. 1, 2, mais non, c'est pas assez. Le prend sur ses épaules, lui fait un Death Valley Driver. 1, 2, mais non, c'est pas assez. Quelle résilience de la part de Hook. Et c'est là. Pas pour rien qu'il est à 29-1, là. Ben, c'est ça, exactement. C'est tout ça qu'on nous montre dans l'histoire de ce match-là. Joe va l'installer dans le coin, sur la troisième corde. Ça nous indique qu'il va faire son finish. Le Muscle Buster. Le Muscle Buster. C'est un finish qui est protégé, que très peu de personnes ont réussi à kick-out. Qui a déjà mis fin à une carrière de Ouais. Tyson Kidd. Ouais. Malheureusement, suite à un Muscle Buster, C'est pas Jason c'est un Jordan? Muscle Buster trop, mettons. Ouais, exactement. Fait Ouais, que, ça y a brisé la nuque à ce moment-là. Ouais, ben ça a comme, c'est ça. On s'entend, tout le monde a des dos maganés en lutte, en général, parce que tu bombes beaucoup sur le dos. Mais ça, c'était un bump de trop pour C'est Tyson comme- Kidd, qui c'est malheureusement il me fait à sa carrière. Ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu triste parce que c'est une vraie tragédie qui a un peu légitimé le finisher, qui a rendu ça vraiment comme genre un finisher je pense- violent. Fait que... Qu'il l'a légitimé longtemps, parce que je pense que court terme, on l'a juste abandonné. On À l'a juste NXT, banni. puis à NXT puis à WWE, il faisait Il plus voulait ça, plus le ça. faire parce Il que pouvait plus le là, faire. c'est ça. Fait que faire un Muscle Buster à Hook. Là, c'est terminé. C'est terminé. C'est C'est sûr, c'est terminé. Non, il kick out à 1! Quelqu'un. Yes. À 1! Ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Honnêtement, là, j'ai pop à ce moment-là. Là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais vraiment, mais vraiment Non. pas à ça. Il y a kick-out à 1 du Muscle Buster. Joe en revient pas. Hook reprend le dessus et essaye de faire son Red Rum à Joe. Joe, encore une fois, le vétéran. Trop large. Gros. Il a Sûr. pas réussi à bien l'installer. Trop Il gros, était trop trop large. fort, trop lourd. Transition. Coconut Clutch. Il y a un décompte qui est fait, mais c'est pas. Encore une fois, Hook essaye de se défaire, mais tombe évanoui. Manque d'oxygène au cerveau pendant quelques secondes et ding ding ding, victoire à Joe. Une Mais deuxième c'est pas victoire. Oui. Victoire sur un coquina clutch Ouais. de Evanoué Out. Il a gagné la ceinture sur MJF là-dessus. Fait que j'ai l'impression qu'on On met plus est en train d'emphase de sur. protéger beaucoup ce mouvement-là du coquina Exactement. clutch, qu'on va le rendre très dangereux. Je pense que oui. Puis il s'est passé aussi là, le côté là, résilience de Hook qui continue après le match. Parce que même après le match, il reprend ses esprits et fait juste crier à Joe Is that all you got? Est-ce que c'est tout ce que t'as? Puis là, Joe est comme Ben, j'ai gagné. Je veux dire, c'est pas mal tout ce que j'ai. Mais Joe étant Joe, parce que c'est un méchant, il remonte dans le ring, donne un coup de pied dans le pénis à Hook, le reprend Drette dans le un autre pelvis. Muscle Buster. Et cette fois-là, ben, le Muscle Buster connecte parce que Hook a mal au pénis, puis t'es le Muscle Buster et les pénis, faut croire que c'est lié. Fait que c'est de même que ça se finit. Là, pour aucune calice de raison, Hangman arrive, Swerve Ah, arrive, héros. Ah ça ouais. fait Mais même un Hangman, épisode. J'ai pas compris. Ouais. Ben, Hangman arrive. Moi, je trouvais que c'était très booking à la présentement Cody Rhodes là, Ouais. de la WWE. De genre, quand quelqu'un qui est mort, faut tout le temps que ce soit Cody qui vienne sauver quelqu'un. Je vais venir Là, c'était la même t'aider, chose, Julien. mais avec Hangman. Non. J'ai pas d'histoire avec Hook, mais c'est mon ami, il m'a allé le protéger. Fait que, je pense que c'est pour le builder gentil, parce que ça a l'air d'être le seul gentil dans tout ça, même si Swerve est Swerve, quand même ouais, c'est ça. est aimé, mais n'est pas gentil en tant que C'est tel. ça. Comme son Moi, personnage. mais le pire, c'est que à chaque fois que la tune de Hangman part, le genre de guitare, il y a tout le temps un gros pop pareil. Je suis comme Ah ouais, ok, parfait. Puis là, ben après, il l'échappe là, parce que Hangman, c'est Hangman, là, mais. Ouais. Non, mais peut-être- il échappe une fois sur deux. Là, Ouais, c'est ça. c'est soit très bon, Hangman, ou soit je m'en fous pis c'est beige. Non, mais je pense que le pouvoir de la moustache va donner quelque chose de le fun au personnage. Ça pourrait. Ça, j'espère pour lui, parce que côté lutte, Hangman est
quand même très très bon. Fait que c'était le main event du Dynamite du 17 janvier 2024. Je vous invite à aller voir ça, juste pour voir l'histoire qui est racontée entre quelqu'un, un vétéran plus grand, plus gros, plus fort, et un plus petit, très résilient, un peu à la Orange Cassidy, qui réussit tout le temps à revenir, que le booking du match est intéressant. Je sais que toi, tu disais qu'il te manquait un petit élément dans ce match-là pour vraiment l'apporter au prochain niveau. Ben, c'était bien construit, mais tu sais, à aucun moment, je me suis dit Hook va gagner. Et là, Ok. quand t'enlèves un des éléments qui va gagner, je trouve en tout cas, ça enlève quand même beaucoup de choses à un match de lutte. Parfois, tu veux juste voir quelqu'un dominer tout ça. Dans le cas de Hook, c'est pas vraiment. Puis Joe, c'était pas ça qu'on voulait construire. On voulait plus construire la résilience, mais c'est quand même un match qui a permis à Hook de développer le personnage. Très très belle vitrine. Là. Exact, de rester quand même légitime dans tout ça. Fait que je pense que ça a bien été écrit, bien été construit. Ouais. Mais en tant que juste, tu regardes la forme d'un match lutte-lutte, bon, c'était pas la lutte-lutte la meilleure, mais c'était effectivement dans les meilleurs matchs de cette semaine, qui était une semaine un peu plus pauvre en nutriments de lutte. Mais sinon, est-ce qu'il y a eu des promos cette semaine qui t'a marqué? Parce qu'on est rendu à notre segment les promos de la semaine à regarder. Ben oui. Fait que pour toi, Un qu'est-ce peu qui plus. Un peu plus de promos que j'ai aimé. Fait qu'on va commencer dans l'ordre avec tout d'abord, on va faire promo et match en même temps. Ouais, absolument. Fait qu'on va commencer avec Raw. Donc Raw, trois promos même qu'on a aimé. On va commencer avec McIntyre Cody. Encore un McIntyre qui joue sur la ligne de la vérité. Et là, mais là, au lieu de le faire avec Seth Rollins, on le fait avec Cody. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu une transition pour amener un McIntyre Cody. Pour occuper Cody jusqu'à ce qu'il y ait des choses plus importantes à faire. Peut-être finir son histoire, on sait pas. Peut-être finir son histoire, on sait pas. Mais non, j'ai bien aimé l'échange entre les deux. McIntyre, fait que je pense que c'est 3 semaines de suite qu'on mentionne ses promos. Fait que je pense que j'aime bien, moi, le côté réel qu'il amène dans ses promos de plus en plus. Et j'espère qu'on va garder ça s'il reste long terme, parce que à voir si le contrat se termine sous peu. Mais j'aime bien ces dernières semaines-là qui sont quand même bien. Le petit fait à noter, moi, que j'ai bien aimé là-dedans, le côté réaliste avec ça, c'est que Drew Galloway, donc son nom dans les Indies, le dernier match qu'il a fait avant de re-signer avec la WWE était contre Cody à la WCPW, le What Culture Pro Wrestling, la fédération, une des grosses fédérations indies qu'il y avait au UK dans le temps. C'était le dernier match, donc c'est ça, de Drew Galloway, et Cody avait gagné ce match-là. Fait que ça donne un peu là, de profondeur à toute cette histoire-là. Ça a été vite souligné à la fin du segment complet, mais des petits mots, d'être conscient de ce qui s'est passé en dehors du monde de la WWE, j'aime toujours ça. Ça rajoute toujours une couche, puis ça ouvre la porte à faire comme, ben, il y a un monde qui existe en dehors de la WWE, fait que j'aime bien ça. Ouais, vraiment. Ensuite, dans le même Raw, on a Rhea Ripley et Becky Lynch qui se sont affrontés. Est-ce que c'est un teaser? Est-ce qu'on testait l'eau du côté du management pour voir si cette feud-là se peut, cette rivalité-là se peut pour peut-être un match à WrestleMania? Qui sait? Mais j'ai bien aimé la chimie dans cette confrontation-là. Rhea aussi, qui dans les dernières semaines, elle devient comme tranquillement, pas vite, moins méchante, tweeneuse. Hein? Ouais, en tout cas, badass, cool, que j'aime, que je la trouve nice, genre. Puis, moi, faut noter, là, mais le look de Rhea, c'est tout le même look, là, mais c'est tellement sa coche. Oui, tellement. Genre, elle ressemble à personne d'autre, puis ça y fait tellement bien, ce look-là. À un moment donné, c'était comme, ben, elle a un peu de China, mais comme, finalement, non, elle a réussi à trouver sa couleur là-dedans, fait que, non, j'aime beaucoup ça. Puis, c'est ça, j'ai aimé le petit tease qu'on fait. Est-ce que Becky réussira l'impossible? Gagnera le Rumble? On sait pas. Est-ce que ça n'a pas été annoncé, hein, mais d'après moi, s'ils peuvent l'étirer puis rendre ça un match à Mania, c'est un match qui peut être un match de Mania, ça, facilement. Puis tu Becky qui souligne le fait de... Je pense que t'es meilleur que moi, mais on va avoir besoin de lutter pour être capable de me prouver à moi-même que tu l'es pas. Là, ce genre de ligne-là, là, où c'est ça, comme je comprends que je pense que t'es meilleur, mais je veux quand même. J'aime beaucoup ça. C'est un règne très indestructible que Rhea Ripley a depuis WrestleMania l'an dernier. À pas beaucoup de reprises, on a eu
le titre est en danger d'être perdu. Mhm, mhm. Fait que peut-être avec une Becky Lynch, ça pourrait l'être. Ensuite, dernier segment, c'est comme un segment plus comédie. Ouais. Mais R-Truth, encore une fois, très solide en comédie. Qui c'était comme la promo où il est comme backstage puis il donne du cash. Mais il vend, à il Damien vend de la Priest, sa merch merch. sur le marché noir, il vend ça sur le trottoir, puis il réussit à faire plein de cash, puis il donne à tout le monde leur cote. Puis là, JD McDonald qui est comme, j'ai pas ma cote, moi, puis Arthur qui est comme, ben non, t'es pas dans le Judgment Day. Ah, c'est tout ça, là. Tout ça, c'est bon, là. Puis ça se poursuit dans le match où il, Ouais. il échappe l'argent sur le système. Et là, t'as comme. Tu sais, en tout cas, c'était comme chaotique drôle avec Finn Balor qui ramasse le cash. Mais R-Truth, puis qui c'est crie genre. Ah, mais c'était drôle. Mais tu sais, j'ai aimé Finn de comme. Il met le cash dans ses pas, puis il crie à JD, c'est mon argent, touche pas à mon argent, mets-le dans mon manteau, puis laisse-le. En tout cas, tout ça était très drôle, puis tu sais, le match n'était pas mémorable, mais. Non. J'ai hâte de. J'ai déjà hâte au Rumble de voir qu'est-ce qu'on va faire avec R-Truth à l'intérieur du match. R-Truth, puis Miz, puis les clins d'œil de oui, ouais. finalement, il est contre, il est avec, mais il comprend pas, j'adore ça. J'ai hâte de voir. Et je sais pas si ça va être l'élément qui va être qui va faire exploser le Judgment Day, mais si c'est ça, je trouve que c'est bien amené, puis c'est drôle, puis ça met des bons segments à l'intérieur d'un Raw qui parfois, il y a beaucoup de pubs et de rappels de qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 minutes. C'est ce qui est le désavantage d'avoir un show de 3 heures. C'est souvent beaucoup de temps mort, beaucoup de points morts, mais on réussit à avoir quand même des bons moments où on reste accroché, là, dont celui-là. T'sais. Ouais, fait que bravo R-Truth. Et dans les matchs qu'on a aimés, on a eu un match un peu revanche de Xavier Woods contre Kaiser. Fait que ça, c'est comme une... Tu sais, qu'on parle de botch, qu'on a été capable de c'est un peu comme le judo, prendre la force du botch et de faire une belle storyline. Donc, donc, Xavier Woods, Kaiser, donc on a un rappel dans les dernières semaines. Donc, d'abord, ça a commencé avec le botch où on a blessé le partenaire de Kaiser. C'est Kofi, Marcel Bartel, mais il a changé de nom. Là. Exact. Mais Kofi qui blesse dans un vrai botch. Que le match, malheureusement, ça ne termine pas. La semaine d'après, un Kaiser fâché qui veut absolument blesser Kofi et qui réussit. Et là, on a l'affrontement des deux restants de chaque clan. Pas de chaque clan, mais de chaque équipe. Donc, Xavier Woods contre Kaiser. Donc, un match qui j'ai bien aimé l'intensité. Puis, tu sais, ça voulait dire quelque chose sans qu'il y ait de ceinture, sans qu'il y ait rien. Oui, ça a été construit avec des éléments d'histoire réels. Fait que, bravo WWE. Vous êtes. Tu sais, quand on parle de bien se ramener tu sais, de pas être pris, de pas être menotté dans ces histoires. Puis, si quelque chose arrive, ben. On le change, on fait quelque chose de bon. Une histoire le fun, une histoire... avec un autre très bon exemple. Un autre très bon exemple du bon booking de la WWE dans ce genre de truc-là. Fait que, tu sais, des matchs mid-card, mais qu'au final, je suis comme, hey, je suis intéressé parce que je suis investi dans l'histoire. Puis j'aime voir Kaiser aussi avec cette intensité-là. Je trouve que ça lui a donné ça définit encore mieux son personnage. Qu'avant, il était comme juste le genre de porte-parole de Gunther, mais maintenant, on dirait qu'il y a vraiment sa personnalité de genre. C'est ça, mais je trouve que je fais mal, puis je suis dans ce genre de feud-là, depuis le dernier mois, je trouve que ça lui a donné un glow de. Il y a un potentiel comme single, il y a un potentiel comme lutteur, comme lui-même. Là, ça lui a donné ce genre d'aura-là, moi, je trouve. Fait que ça élève tout le monde. Une histoire parallèle de ceinture ou d'histoire générale, une histoire mid-card d'équipe, mais qui réussit à élever tout le monde. Rendu là, j'aime bien ça. Ouais. Et c'est tout pour Raw du 15 janvier. S'enchaîne le 17 janvier, le Dynamite, qui a été pour moi le spectacle de lutte, le show de lutte que j'ai préféré cette semaine. Donc, plusieurs choses qui ont été bonnes. Tu veux commencer par quoi, Pierre? Moi, je trouve que Mark Briscoe et sa famille... Mark Briscoe qui rentre sur la passerelle d'entrée, sur le... Puis le silence. Moi, je trouve tout ça impressionnant quand une foule de lutte fait un silence. Là. Et le silence, quand il parlait, ça faisait 1 an que son frère était mort et que tout le monde était comme. Tu sentais la tension là, dans le monde de.
Tu sais, t'as des gens qu'on montrait à la télé qui pleuraient, tout ça. Puis non, j'ai été touché. Oui, c'est venu me une- chercher, c'est ça. Puis après, on ouais, passe avec un vidéo package ouais. qui explique un peu l'histoire, puis tout ce qui s'est passé. Puis Mark, au Qu'on travers de tout ça, puis des qu'on voit les flashbacks de enfants qu'on Jay. vient de voir Ouais, sur le ring, mais plus petits. Puis la fille, notamment, de qui Jay a qui était dans réussi. l'accident, qui était supposé ne pas remarcher, qui Ouais, avait eu une blessure à la colonne, mais finalement, ils ont réussi à la sauver. Puis elle était là, debout, elle marchait exact. toute, là. C'était très, très touchant. C'est pour ça que moi, je l'ai souligné dans nos promos de la semaine. Allez voir Ouais, ça c'est si vous très avez bon. envie de brailler un peu. Ouais, c'est ça, c'est très bon. Sinon, on avait l'entrevue des Young Bucks et bien avec René Paquette. Ouais. Et ce n'était pas Nick et Matt Non, c'est Jackson. Nicolas et Matthew Jackson. Nicholas, hein, parce que là, on sent qu'on définit de plus en plus le personnage je vais dire les Ouais, corporate Young Bucks pour l'instant. ouais. Je sais pas si ça va se définir plus que ça, mais les messieurs qui sont les EVP de la All Elite Wrestling, on met de l'avant ce personnage-là. Hey, on est des gens importants, on prend des décisions, on a fondé cette compagnie-là avec Tony Khan et d'autres gens. On a perdu notre voix à travers les années pour ramener Ouais, des. hey, ça, c'est un petit jab à Punk, mais Mais le oui. locker room qui est devenu super toxique. Puis Cancéreux. wow, ouais, c'était. Moi, Qu'on ramène vraiment aimé ça. les vedettes d'hier à l'avant-plan, mais que. Mais pas Sting. Sting, lui, est correct. Ouais. C'est un pro. Il est fin, même si on va le battre à son dernier Ouais. match. Mais un côté des Young Bucks que je m'attendais pas à voir, que je pensais pas non plus commencer à aimer les Young Bucks parce qu'ils me donnent depuis 2 ans. Je suis pas un grand fan. Puis là, je suis comme, ça peut être intéressant, ça peut être le fun. Ils sont capables de se faire détester très facilement. Puis je pense qu'ils aiment ça en plus. Fait que pour toutes ces raisons-là, cette promo-là aussi, j'ai adoré. Puis René qui est Ouais. excellente dans Très cette bonne, situation-là. très Elle bonne. joue bien tout le temps. Là. Exact. Et la petite ligne et tout de comme, hey, t'as-tu eu ton chèque cette semaine? C'est à cause de nous autres, ça. C'est ça. Grâce à nous. Mais non, très bon. Puis j'ai hâte de voir comment ça va se mettre dans le ring, ce personnage-là. Parce qu'on Ouais. les a pas encore vus lutter dans ce personnage-là. Donc, comment est-ce que le gear va changer? Est-ce que l'attitude, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux mouvements? Est-ce qu'on va. Parce qu'on s'entend, les Young Bucks, c'est beaucoup d'enchaînements rapides Des spots dans leur fest. style. Un peu spot fest, mais une grosse rythmique qui, normalement, ce style de lutte-là est plus associé à des gentils parce Ouais. que c'est de l'excitation, tout ça. Fait qu'est-ce Mhm. qu'on va, dans le pace de leur match, mettre volontairement des headlocks plates juste pour ralentir, pour dire on compte. Je sais pas, mais j'ai hâte de voir comment on va le mettre sur le ring Ouais. lorsqu'ils vont avoir un match parce que ils peuvent pas garder la même rythmique. Ben, ils peuvent, mais je pense que ça va nuire au côté. On les aime pas s'ils gardent le même truc. Fait que j'ai hâte de voir un peu comme à l'époque Pax où voulait plus faire son finisher qui était trop spectaculaire à Oui, l'époque oui. qui était le méchant. Donc, elle a inventé une nouvelle prise pour justifier comment il gagnait ses matchs. Et il ne faisait plus son Red Arrow. Donc, on va voir si les Young Bucks vont se renouveler de cette manière. Peut-être qu'il n'y aura plus de super kick. On sait pas. Peut-être. Ou il va en avoir Imagine. plus. Peut-être plus. J'ai hâte de voir. Peut-être que ça sera plus un party, mais un meeting. Le Super Kick Super Meeting. Kick Meeting. Ah, c'est bon. Super Kick Fait Meeting. Fuck. Fait que, à voir. Ensuite, moi, j'ai bien aimé également le match. Il y avait Tony Storm, Timeless Tony Storm, désolé, qui était au commentaire du match de la nouvelle Montana J. Tu me rappelles le nom Mariah May? La Virtuoso. Ah, qui a signé Diana Peruso. Exactement. Donc, on avait Tony au commentaire et que c'était drôle parce que Tony Schiavone n'était pas là cette semaine, peut-être qu'il était malade ou je sais pas trop, il était en vacances. Donc, il était remplacé par quelqu'un et Tony croyait que c'était Tony Schiavone, le remplaçant, et il n'arrêtait pas de le commenter sur à quel point il était rendu beau, que ça y avait fait du bien raser sa barbe, qu'il avait perdu du poids. Et là, à plusieurs moments dans le match, c'est très drôle de voir Tony penser ça et juste le commentateur rien dire. Puis là, que les deux autres font tu dis pas que c'est pas toi. Non, je dis pas rien. Fait que tout cet enchaînement. Il me semble que c'était Ian Riccaboni qui est le commentateur de Ring of Honor. Si je me trompe Mhm. pas, c'est lui qui était là pour remplacer. Là.
Mais que oui. c'était très drôle, et Ah, les c'est faces bon. aussi de Tony à travers le match. Et à la fin, je vais même mettre la fin, où on a une victoire évidemment, la virtuose. Mais on a Tony qui commence... ben, elle fait un peu une promo contre Tony pour dire qu'on se connaissait avant, tout ça. Et là, Tony ne le prend pas, répond, dit le passé, c'est le passé. Et là, j'ai adoré ça. Monte sur les épaules de son valet et Luther. fait la promo en partant du ring. Mais tu sais, j'adore tout de ce nouveau personnage-là. Ah ouais. C'est tellement drôle, ça me Elle qui fait appelle, rire. je pense que tu l'avais déjà nommé, mais qui appelle Taz le duplex machine. Puis là, Ouais. comme, t'as plein de duplex, toi, t'as plein de portes, t'es Ah un ouais. bon propriétaire. Fait que, mais on calisse, qu'est-ce que c'est Ah innocent. non. C'est très niaiseux, puis la catchphrase chin up, tits out, watch for the Watch shoe. for the shoe. J'ai hâte En tout cas, je pense que c'est une bonne catchphrase pour son personnage. Ouais. Et est-ce qu'éventuellement la foule répétera comme toute bonne catchphrase? Mais je pense que ça serait très drôle d'entendre une foule scander ça. Ouais, absolument. Chin up, tits out, and watch for the the shoe. Fait que, ouais, mais j'ai bien aimé ce segment. Et finalement, dans les autres matchs qu'on n'a pas parlé, fait qu'on a parlé de Private Party et de Hook, Mhm. ainsi que Samoa Joe. Private Party contre Top Flight, Hook, Samoa Joe. Mais on a également Best Friends contre Penta. Et je pense qu'il est blessé, Phoenix. Fait que c'était Phoenix, Commander. c'est Commander qui le remplace. Et t'as un match classique si vous aimez les Lucha Bros, même si un des deux n'était pas là. Un match classique, beaucoup de spots également, Mhm. dans ce genre de match-là. Et bien aimé le match, un bon rythme. Je pense que ça ouvrait également le spectacle. Fait que c'était une bonne Oui. manière d'ouvrir le show pour mettre la foule dedans et mettre le public à la maison dedans. Fait qu'on vous le conseille également. D'autres choses à dire, toi, sur ce match-là? Non, c'est ça, des très beaux spots. Fait que c'est exactement ce que c'est annoncé. Best Friend contre Lucha Bro / Commander. Fait que non, ça vaut la peine. Parfait. Et ça met fin à ce Dynamite. Ensuite, on a SmackDown. SmackDown, qu'il y a presque rien que j'ai aimé. Je sais pas si toi, il y a Non, des... moi non Ben, plus, c'était ben pas... quoique, t'as collé quelque chose qui s'est produit. Je vais te laisser en parler. Oui. Qu'est-ce qui s'est produit que t'as collé la semaine dernière? En fait, il y a eu un match d'équipe. Donc, c'est les Pretty Deadly et contre Tyler Bates et... Et qui? Et Butch? Non, c'est Pete Dunne! Le retour de Pete Pete Dunne. Dunne. Fait que De je suis très retour. content. Il revient à son ancienne gimmick, à ce qu'il faisait à NXT. Donc, grâce au génie de Triple H, ou plutôt à sa peut-être plus de flexibilité du côté de ce que les lutteurs peuvent montrer, Pete Dunne qui est de retour. Fait que j'aime beaucoup ça ce qu'il présente aussi avec Tyler Bates, qui sont deux chums dans la vie. Fait que ça t'en est un petit match un peu squash contre Pretty Deadly. Pretty Deadly aussi que j'aime beaucoup. Fait que, Ouais. Et très le fun. Triple H, il poursuit le ménage d'enlever les affaires que Vince a installées. Ah ouais. Fait qu'il en reste plus Tranquillement. gros, là. Il en Non. reste plus gros. Moi, il reste quoi? Il reste le team d'Otis puis Gable. Que Ouais, mais tu sais, j'ose ça espérer que quelqu'un... fonctionne. Fait que Ça t'sais, fonctionne, mais j'aimerais un repackaging de Gable. Oui. Ah oui. Mais Ça, à voir si... Mais on poursuit le ménage du côté de Triple H. Effacer les mauvaises idées et les mauvais trucs de jugement de Vince pour re-rendre crédible les gens comme Pete Dunne, qui étaient très crédibles avant qu'on le mette. Mais il dans y a un des clan, puis- personnes qui étaient déjà très crédibles que Vince a réussi à installer, puis c'est Kevin Owens il y avait un Kevin Owens show à SmackDown avec comme invité Logan Paul. Ouais. L'esti de marde. L'esti, ouais. Mais ça installe super Mais- bien leur match qu'ils vont avoir les deux au Rumble, fait que... Ouais, ben Logan qui est quand même bon au micro. Ouais. Je dirais peut-être pas au même niveau que Owens, mais qui est quand même très bon pour quelqu'un qui... Qui joue très bien le que- petit cocksucker, là. Vraiment, puis bien aimé la petite... c'est ça, l'échange entre les deux. Le côté aussi que tu sens que KO, dans son personnage, il est genre... il l'aime vraiment pas. Je sais pas si c'est réel. Je sais pas s'il a, mettons, la même émotion que j'ai face à Logan Paul. Mais il joue bien à l'intérieur de la game, de l'histoire. Puis le côté, genre, tu sais, je vais faire ce match-là, pas juste pour moi, mais pour tout le locker room, tous les gens, tu sais, qui ont le respect de notre métier, versus un gars qui
qui arrive, qui est juste une vedette, puis qu'on lui donne toutes les opportunités qu'il Et veut. Fait que... Logan Paul qui tourne autour de la victime parce que Kevin a encore son plâtre à la main. Puis là, finalement, il enlève son plâtre. Puis ça s'est fini en brawl. Mais c'est un très bon segment pour continuer cette histoire-là. Puis pour bien placer vraiment la chimie entre les deux. Puis l'histoire qui va suivre après dans le match. Exact. Et on en profite pour vous inviter à faire les prédictions de Royal Rumble. Ce sera le prochain épisode. Parce que qui va gagner entre Kevin Owens et Logan Paul lors du Rumble pour la ceinture? Et qui va gagner les Royal Rumble féminins et masculins? C'est toutes sortes de questions qu'on va répondre au prochain épisode, en même temps que vous faire un résumé de la carte, de l'histoire, comment ça s'est construit, tout ça. Donc, on va se laisser un Raw de plus et on va mettre ça jeudi. Ça va être disponible jeudi. Mettez ça à votre calendrier parce que vous allez juste avoir 2 jours pour répondre aux questions. 2 jours et demi, mettons. Ouais. Et juste avant le pay-per-view, on met fin au questionnaire et par la suite, on corrige et on regarde qui. Est-ce que Raymond Pierre gardera son titre? Est-ce qu'il va encore participer? Va-t-il garder son titre du côté de la WWE? On ne sait pas. Mais avant toute chose, avant le prochain épisode, on va finir avec Collision. Collision qui a eu lieu le 20 janvier. Et moi, il y a seulement un match que j'ai plus aimé de Collision. Et c'est Daniel Garcia contre Buddy Matthews. Et qui t'aime bien dire, hein, Buddy Matthews, il a des bons genoux d'en face. Et on a fait quelques-uns dans ce match-là. Des bons genoux d'en face. J'aime bien le développement un peu. Là, on sent qu'on rapproche Garcia de FTR de plus en plus. Ouais. Et qu'on construit une rivalité entre House of Black et FTR / Encore Daddy Magic au commentaire qui est toujours excellent, qui est toujours très drôle et pertinent. Exact. Fait que un bon petit match bien rythmé, de la bonne lutte. Qui se finit un gros brawl, parce que moi je l'ai écouté ce matin, on est en enregistre les dimanches, donc on est le lendemain de Collision. J'ai pas eu le temps d'écouter hier, je l'ai écouté ce matin un peu sur mon téléphone en préparant l'épisode et je l'écoutais un peu avec une oreille attentive, mais pas à 100%. Puis ça s'est fini en brawl, mais est-ce qu'on a une explication pour le brawl à la fin? Comment ça a fini? Là? Ben, c'est juste la rivalité qui se poursuit entre les deux équipes. Là, fait que tout le monde est juste rentré pour les séparer, puis that's it, là. Ben, c'était comme... Il me semble que ça finit de manière plus ou moins... un petit roll-up après la victoire. Peu importe. Non, mais c'est à cause de ça. C'est à cause d'un petit roll-up. Okay. Et là, on a fait, hey, fuck you, on pète la gueule, tu gagnes pas de même. Fait que c'est juste ça. Par ensuite, FTR arrive et vient. Je vais aller le réécouter de façon plus active de toute façon parce que c'est un match que les sommeliers proposent. C'est un match que j'ai pas écouté attentivement. Fait que moi, j'écoute ce que les sommeliers de la lutte me proposent comme match à écouter. Fait que je vais y aller sans problème tantôt. Là. Écoutez ça. Génial. Puis merci à tous et toutes pour votre écoute. Et là, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de faire des commentaires sur ce que vous avez aimé cette semaine. C'était une semaine un peu plus mollo, selon nous. Mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord, vous avez aimé quelque chose qu'on n'a pas mentionné. C'est quoi vos matchs cette semaine? Qu'est-ce que vous avez aimé? Vous pouvez nous le dire si vous écoutez sur votre plateforme de balado préférée. Vous pouvez venir commenter directement sur Facebook, sur les posts qui sont mis chaque semaine en dessous de l'épisode. Vous pouvez nous dire à cet endroit-là, c'était quoi votre match de la semaine ou votre promo de la semaine ou si vous avez rien aimé. Mais vous pouvez nous le dire aussi. Moi aussi, cette semaine, j'ai pas aimé grand-chose, mais c'était quand même bien votre épisode, les sommeliers, parce que je vous adore et j'aime ça tout le temps vous écouter. Sinon, vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube et commenter directement en dessous de l'épisode, en dessous de la vidéo. Vous pouvez mettre le timestamp pour que nous, on soit aussi in sync avec le sujet ou le commentaire que vous nous dites. Donc, suivez-nous partout. Vraiment. Puis, tu te rappelles encore, prédiction prochain. Fait que on n'enregistrera pas dimanche ce prochain épisode-là parce qu'on va se donner le Raw de lundi pour faire ça. Évidemment, bon, SmackDown, c'est la veille. C'est un peu trop tôt. Fait que s'il y a des gros changements de cartes, je peux même penser qu'il va y avoir des changements. Il va peut-être avoir des annonces qui vont être dans les Rumble de chacun féminin et masculin. On espère qu'il y en aura quelques-uns également demain à Raw pour qu'on puisse vous fournir un questionnaire le plus rempli possible ou le plus final possible et qu'il n'y ait pas trop de changements. Cependant, la WWE, c'est rare qu'elle fait des changements dernière minute.
Donc, on s'enligne, d'après moi, vers un pay-per-view qui aura peut-être juste 4-5 matchs. Ça se peut, mais tu sais, Avec les deux deux gros Rumble. Les Rumble, ça dure 1 heure, environ 1 heure, 1 heure et quart chaque. Donc, juste ça prend beaucoup de temps. Mais tant mieux s'il y a juste 4 matchs, 4 ou 5 matchs. Moi, Exact, parce que j'ai vu, on a annoncé la ceinture par équipe qui sera défendue à SmackDown. oui, c'est Donc, vrai. on se doute que ça ne sera pas défendu à l'intérieur du pay-per-view, vu que c'est Voilà. défendu à SmackDown. Donc, à voir si d'autres types de matchs comme ça seront annoncés ou seront faits durant les shows de semaine. Sinon, vous, c'est ça. Est-ce que vous avez hâte? Et revenez-nous et on va vous poster les questionnaires sous la vidéo sur YouTube, sinon sur Facebook. On va faire un post juste pour ça. Et vous pouvez aller répondre à toutes nos belles questions. Prochain épisode, 25 janvier, les prédictions / les résumés vers le Royal Rumble. Dites-nous, vous l'écoutez comment, vous, le Rumble? Ça s'en va où? En ami? Nous, on en jasera plus au prochain épisode, mais on a un petit plan avec des chums où on fait tout le temps à chaque année un peu plein de trucs en lien avec le Rumble qui ressemble un peu à un questionnaire, mais un peu différent. Plus de gamble. Ouais. Et sinon, bonne semaine, bon, les prochains jours, reposez-vous. J'essaie de guérir, moi, ma grippe papa. Et on se revoit jeudi. Ciao, ciao! Bye bye!